Monsieur. Oui, Christome. Ramsès, il arrête pas de vouloir me parler. Oh, c'est un fâcheux. Non, monsieur, je suis pas fâché, moi. Non, un fâcheux, un casse-pied si vous préférez. Molière a écrit une pièce là-dessus. Une pièce sur les casse-pieds? Oui. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Moelle, et la dernière fois que nous nous sommes vus pour l'école des maris, je vous ai annoncé que Molière n'avait que 2 mois pour écrire une nouvelle pièce, la répéter et la jouer devant le plus beau linge de France. Nom de Zeus! Souvenez-vous, fin juin 1661, l'école des maris fut représentée pour la première fois, et ce fut un joli succès. Comme dirait Voltaire, la pièce affermit pour jamais la réputation de Molière, à tel point qu'il reçut la visite d'un haut personnage qui le suivait depuis 1660, Nicolas Fouquet, surintendant des finances du royaume depuis 8 ans, et une des personnes, si pas la personne, la plus riche du royaume. Fouquet lui commanda une pièce pour la grande fête qu'il organisait pour le roi et la reine-mère dans son château de Vaux-le-Vicomte, près de Melun, fête qui avait lieu le 17 août, soit dans moins de 2 mois. Qu'à cela ne tienne, Molière releva le défi. Il écrivit Les Fâcheux, pièce de plus de 800 vers, et put même le faire lire à Louis XIV, qui lui suggéra un dernier fâcheux, Le Chasseur. Mais une autre difficulté apparaissait. Avant la pièce, Fouquet avait tenu à ce que la pièce soit précédée d'un prologue écrit par le poète Paul Pélisson, son propre chef de cabinet et membre de l'Académie française. Et puisque c'était une fête, ne pouvait-on pas accompagner chaque fin d'acte par une danse, comme un ballet? Après tout, le roi est un grand féru de danse. C'était la mode à l'époque. C'est ainsi que Pierre Beauchamp, maître de ballet et collaborateur du grand Lully, se rajouta au projet. Pour chaque acte, il composa la musique avec Lully et chorégraphia un ballet. Comme il y avait 3 actes, cela fit donc 3 ballets. Allier ainsi la comédie et le ballet plut beaucoup à Molière, qui trouva en Pierre Beauchamp un complice fidèle, qui suivit notre comédien jusqu'à sa mort, et en Lully un grand compositeur avec qui il s'entendra 8 ans. Ainsi fut née la comédie-ballet. Le 17 août, le spectacle fut prêt. Il fut grandiose. Nicolas Fouquet, voulant impressionner le roi, montra toute l'étendue de sa richesse. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et c'est ce qui le perdit. Jaloux et soupçonnant fortement son surintendant de détournement d'argent, Louis XIV fit arrêter Fouquet 3 semaines plus tard. Ceux qui continuaient de soutenir Fouquet, comme Paul Pélisson ou Jean de La Fontaine, furent embastillés ou eurent leur pension supprimée. Molière sortit son épingle du jeu et resta du côté du roi. Il lui dédia même les fâcheux, précisant dans sa préface que de ce fait, il rajoutait un fâcheux, lui-même, qui vient dédier sa pièce au roi. Belle mise en parallèle et bon opportunisme. Les Fâcheux est une pièce en 3 actes en vers, avec 15 personnages. C'est une pièce à tiroir, comme dans l'étourdi. Autrement dit, une succession de scènes qu'on pourrait prendre quasi comme des sketchs indépendants, avec un fil rouge ténu. Il y a 12 personnages masculins et 3 féminins, mais en réalité, 8 personnages masculins sont des fâcheux présents une seule scène. Éraste. C'est le héros de la pièce, ainsi que le jeune premier, et c'est lui qui fait la liaison avec tous les fâcheux. Ce qui veut donc dire qu'il est présent dans toutes les scènes, de tous les actes de la pièce, sans discontinuer, puisque les fâcheux ne s'adressent qu'à lui. Un record de temps de présence. Ce marquis, qui a un passif dans l'armée, puisqu'il dit avoir servi 14 ans, est un vrai aimant à casse-pied, et le dit dès le tout début de la pièce. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Il est le maître de La Montagne, valet lui aussi casse-pied, ainsi que d'autres serviteurs, dont La Rivière, et il est amoureux de la belle Orphise, qui le lui rend bien. Malheureusement, l'oncle et tuteur d'Orphise, Damis, ne veut pas de ce mariage, bref, c'est la ficelle classique de la commedia dell'arte. Et bien entendu, à la fin de la pièce, il pourra épouser sa promise. Éraste fut joué par Lagrange, 26 ans, habitué au rôle de jeune premier. Orphise. La jeune et jolie Orphise est un petit rôle, elle n'a que 4 scènes, dont une muette, et parle très peu. Elle n'a pas vraiment de caractère autre que la jeune première. Elle est un prétexte à la venue d'Éraste et permet un bon dénouement à la pièce. Elle fut jouée par la jeune Armande Béjart, 19 ans, dont c'est le 2e vrai rôle, après celui de Léonore, une jeune première dans l'école des marins. Damy.
L'oncle et tuteur d'Orphise est le vieillard classique de la commedia dell'arte. Il s'oppose au mariage de sa nièce et filleule sans véritable raison, si ce n'est qu'il y en a prévu un autre. Il n'apparaît qu'aux 2 dernières scènes de la pièce. Il hait tellement Éraste qu'il organise son assassinat. C'est un sale con! Avant d'être attaqué par les valets d'Éraste et secouru par celui-ci, ce qui lui fit totalement changer d'avis sur Éraste et le faire consentir au mariage. Il fut joué par Lespi, 59 ans, habitué au rôle de vieillard de comédie. La montagne. Le valet d'Éraste est lui aussi un ressort comique de commedia dell'arte très classique. Il est maladroit, lourdeau, un casse-pied pas très efficace, qui est présent tout l'acte 1, mais plus en spectateur qu'en acteur de ce qui se passe. Puis il n'a qu'une seule scène à l'acte 2, où il tarde à délivrer un message d'Orphise, puis une scène au début de l'acte 3, où Éraste lui dit de partir, et c'est tout. Il fut joué par Monsieur Duparc, habitué au rôle de valet comique. La rivière, c'est un valet d'Éraste qui n'est présent que dans une seule scène, à la fin de l'acte 3, et n'a que 4 vers en tout et pour tout. Il cherche à tuer Damy avant d'être mis en fuite par son propre maître. Il a peut-être été joué par Monsieur Debris, qui a souvent des rôles de gros bras. L'épine, ce valet de Damy n'est présent que les 2 dernières scènes et ne prononce que 1 vers et demi. Il n'est là que pour accompagner son maître pour tuer Éraste et annoncer le dernier ballet qui termina la pièce. L'acteur jouant ce très petit rôle est inconnu. Si Monsieur Debris n'a pas joué la rivière, il a dû jouer l'épine. Il reste encore 10 personnages et tous sont les fameux fâcheux, présents chacun dans une seule scène. Voyons donc cette galerie de casse-bonbons. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Commençons par les femmes. Orante est une femme qui ne supporte pas la jalousie et pense qu'un homme qui n'est pas jaloux est préférable car plus respectueux et plus confiant. Climène, en revanche, pense le contraire. Le jaloux est préférable car il montre qu'il tient à sa compagne, car en amour, le feu est préférable à la glace. Bref, les 2 femmes font une redite en raccourci du débat qu'avaient eu Elvire et Élise dans Don Garcia de Navarre. Orante fut jouée par Mademoiselle Debris et Climène par Mademoiselle Duparc. Maintenant les hommes. Tous furent joués par Molière. Je suis sûre que nous allons tous devenir de très bons amis. Alcidor, personnage muet qui tient la main d'Orphise, qui l'importune et qui l'empêche de s'arrêter pour être avec Éraste. Le casse-pied qui ne supporte pas de vous voir seul et qui tient absolument à vous accompagner. Lysandre, c'est un chanteur en plus d'un danseur qui veut absolument faire écouter à Éraste sa dernière composition et ses derniers pas de danse. Bien entendu, Pierre Pochon et Lully ne sont pas étrangers à ce personnage. Alcandre, c'est un duelliste qui demande à Éraste de l'assister dans son duel, rien que ça. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Alcippe, c'est un joueur de cartes dégoûté d'avoir perdu une partie de piquet et qui se promène avec son jeu de cartes pour pouvoir mieux s'en plaindre. Dorante, c'est un chasseur qui tient absolument à raconter sa très longue chasse à courre. Ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles comme on dit dans le bouchonnois. Charites, c'est le savant classique de comédia qui a une haute opinion de lui et qui demande à Éraste de transmettre au roi un long placet demandant qu'il devienne contrôleur d'orthographe. Orme, c'est un de ces gens qui n'ont rien et qui sont persuadés d'avoir trouvé un moyen de faire fortune. Le sien est de couvrir les côtes françaises de porc, et lui aussi demande à Éraste d'en parler au roi. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Philinte, c'est un ami d'Éraste, car les 2 personnages se tutoient, et il est persuadé qu'Éraste est en danger, alors il veut le coller et suivre ses pas. Bref, c'est un pot de colle. Acte 1. Éraste raconte à la montagne sa mésaventure avec un fâcheux, un vrai sans-gêne qui a fortement perturbé le spectacle de théâtre avant de reconnaître Éraste et de lui tenir la jambe à bon moment. Il parle de Damy, l'oncle de sa promise, qui refuse le mariage, et de la jolie Orphise qui devait passer par là. La montagne se montre fâcheux en voulant arranger les vêtements de son maître. Orphise et le fâcheux Alcidor passent devant Éraste sans s'arrêter. Le jeune premier est perturbé, mais la montagne refuse de le rassurer, vexé que son maître l'ait rabroué. Éraste ordonne à son valet de la suivre. Arrive le fâcheux Lysandre, artiste de son état, qui lui montre sa nouvelle chanson et sa nouvelle danse. La montagne revient prévenir son maître qu'Orphise arrive. La jeune première est d'abord surprise de la tristesse de son amant, avant d'expliquer qu'elle s'est pressée pour quitter au plus vite le fâcheux Alcidor. Les 2 commencent à avoir un moment tendre quand le fâcheux Alcandre arrive, chasse Orphise pour demander à Éraste de l'assister dans un duel, ce que notre marquis évidemment refuse. Éraste demande à la montagne de repartir à la recherche d'Orphise. Acte 2.
Eraste se plaint de recevoir sans cesse de nouveaux fâcheux. C'est marcheur sur le pied d'autrui, c'est casse-noix, casse-burette, casse-couille, ribambelle de gonfleur, pompeur d'air, suceur de temps, formidable collection d'emmerdeurs, raseur de haut niveau, petit porteur de la connerie humaine, bousculeur et embouteilleur d'une vie où l'on se cogne comme à la rambarde d'une patinoire. Mais comment vous faites pour être aussi nombreux? Et justement, le fâcheux Alcippe arrive pour se plaindre de sa défaite aux cartes, en lui racontant avec force détail la partie de piquet qu'il a perdue. Eraste lui fait croire qu'il s'en va pour s'en débarrasser. La montagne revient, essoufflée, et prend un temps exagérément long pour se remettre de sa course et pour livrer son message. Restez ici, car elle ne va pas tarder. Il sort et voici deux fâcheuses, Orante et Climène, qui se disputent pour savoir si le meilleur amant doit être jaloux ou non. Elles décident de prendre Eraste comme arbitre et lui soumettent leurs arguments. Je suis casse-pied. Mais non. Je ne peux pas m'en empêcher. Eraste essaie de s'en débarrasser en déclarant que le jaloux aime plus et que l'autre aime bien mieux, mais Orphise arrive, le voit entouré des deux jeunes femmes et fait une petite crise de jalousie, justement, avant de partir. Eraste veut rattraper Orphise, mais il est interpellé par un autre fâcheux, Dorante, qui arrive pour lui parler longuement de sa chasse à courre. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Du coup, Eraste a perdu la trace de son amante. Acte 3. Eraste nous apprend qu'il a réussi à calmer Orphise, mais que l'oncle d'Ami interdit aux amants de se revoir et qu'il a prévu le mariage avec un autre homme demain. Du coup, les deux amants se sont donné rendez-vous ce soir et l'heure approche. Il renvoie la montagne pour être plus discret. Malheureusement pour lui, il est interpellé par le savant fâcheux Charitides, qui lui demande de montrer au roi un long placet ridicule, demandant à le nommer contrôleur d'orthographe du royaume. Eraste s'en débarrasse, mais voilà qu'arrive un nouveau fâcheux, Ormin, qui croit avoir inventé l'eau chaude, et qui demande à Eraste de conseiller au roi de couvrir les côtes de porc. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Oui. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Eraste s'en débarrasse en donnant 2 sous à Ormin, et voilà qu'un nouveau fâcheux débarque, Philinte, un ami d'Eraste, convaincu qu'on lui veut du mal et qui veut rester pour le servir de garde du corps. Eraste le repousse, mais se retrouve en retard au rendez-vous. L'oncle d'Ami et son serviteur Lépine sortent de chez eux. Ils ont été mis au courant du rendez-vous, et Dami s'apprête à assassiner Eraste à son arrivée. Sauf que 3 valets d'Eraste, dont la rivière, entendent le projet d'attentat et s'attaquent à Dami. Bien que Dami ait projeté de le tuer, Eraste décide de le protéger en se battant à ses côtés. Les valets d'Eraste sont chassés, Dami est reconnaissant envers Eraste de lui avoir sauvé la vie alors qu'il avait projeté de le tuer, et il décide de lui donner Orphise, qui sort de la maison et accepte le mariage. Mais comme le 3e balai arrive, Eraste veut faire fuir ses nouveaux fâcheux avec des gardes. Fin de l'histoire. Mes fâcheux à la fin se sont-ils écartés? Je pense qu'il en pleut ici de tous côtés. Je les fuis et les trouve, et pour second martyr, je ne saurais trouver celle que je désire. Si c'est pour lui payer ce que vous lui devez, j'y consens, devant tout au jour qu'il a sauvé. Quoi? Celui dont j'avais résolu le trépas est celui qui pour moi vient d'employer son bras? Ah, c'en est trop. Mon cœur est contraint de se rendre. Puisque vous désirez le savoir promptement l'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, je vous dirai... ma foi, sans vous vanter mon zèle, j'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle. Fi, ne me parlez point pour être amant, Climène, de ces gens dont l'amour est fait comme la haine, et qui pour tout respect et toute offre de vœux ne s'appliquent jamais qu'à se rendre fâcheux. Fi, ne me parlez point pour être vrais amants de ces gens qui pour nous n'ont nul emportement, de ces tièdes galants, de qui les cœurs paisibles tiennent déjà pour eux les choses infaillibles. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice, hein. Comme un de mes amis, il faut que je te chante certains airs que j'ai fait de petites courantes. Son talent musical, pas toujours apprécié, et même parfois contesté d'une façon subtilement nuancée. Avec peine, Marquis, je te fais la prière, mais un homme vient là de me rompre en visière, et je souhaite fort, pour ne rien reculer, qu'à l'heure de ma part, tu ailles l'appeler. Console-moi, Marquis, d'une étrange partie qu'au piquet je perdis hier contre un Saint-Bouvin, à qui je donnerai 15 points et la main. Ah, Marquis, que l'on voit de fâcheux tous les jours, veut dire de nos plaisirs interrompre le cours. Tu me vois enragé d'une si belle chasse qu'un c'est un récit qu'il faut que je te fasse.
Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une boule d'eau, c'est mieux que la barre d'eau. Oui, je suis un savant charmé de vos vertus, non pas de ces savants dont le nom n'est qu'en us, il n'y a rien de si commun qu'un nom à la latine. Ceux qu'on habille en grec ont bien meilleure mine, et pour en avoir un qui se termine en S, je me fais appeler Monsieur Caritides. Vous voyez le grand gain, sans qu'il faille le dire, que de ces ports de mer le roi tous les en tire. Or, la vie, dont encore nul ne s'est avisé, et qu'il faut de la France, et c'est un coup aisé, en fameux port de mer, mettre toutes les côtes. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Tu ne l'avoueras pas, mais tu sors sans valet. Demeure dans la ville ou gagne la campagne, tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne. Avant qu'à tes fureurs on puisse te liboler, traître, tu trouveras en nous à qui parler. Monsieur, ce sont des masques qui portent des crin-crins et des tambours de basque. La première question que je me suis posée était « Où est Madeleine Béjart ?» On ne la voit pas dans la pièce, pour l'excellente raison qu'elle incarnait la naïade, récitant le texte de Paul Pélisson au début du spectacle. Voilà pourquoi elle n'avait pas de rôle dans Les Fâcheux. Cette pièce à tiroir a une histoire qui tient sur un post-it. Un amoureux attire des fâcheux qui l'empêchent de parler à sa promise, mais il réussit et à la fin les deux se marient. Ce qui est intéressant dans cette pièce, ce n'est donc ni l'histoire, ni le personnage principal. Parlons-en! Eraste n'est pas tout à fait un jeune premier habituel, puisque c'est un marquis ancien soldat, supposément plus âgé que ne l'était l'acteur qui le jouait. Mais il subit l'action pendant presque toute la pièce. Il représente le marquis de cour idéal, bien obéissant, bien équilibré et sans aspérité. Et finalement, ne serait-il pas assez égocentrique lui aussi? Après tout, on est tous le fâcheux de quelqu'un d'autre. L'atome principal de la pièce, c'est bien entendu son comique de répétition, avec sa galerie de portraits presque tous joués par Molière. Les casse-pieds sont à tout le monde depuis que le monde existe et qu'ils font des claquettes sur les pieds des autres. Madame! Si tous les casse-pieds du monde pouvaient se donner la main... Champagne. Cette pièce cumule plusieurs tours de force. Sa rapidité d'écriture, son innovation d'introduire des ballets dans la comédie, même si pour ce prototype ils ne sont pas bien intégrés dans l'intrigue, mais comme le dit Molière lui-même dans sa préface, il peut servir l'idée à d'autres choses qui pourraient être méditées avec plus de loisir. Autrement dit, ce coup d'essai se réitérera. Et enfin, le dernier tour de force est l'exploitation des travers de vraies personnes. Tous les fâcheux produits dans la pièce sont très probablement du vécu, des gens de la cour, dont le trait est à peine exagéré, tous aussi égocentriques les uns que les autres. Le jeune Louis XIV, il n'avait que 23 ans, sortait juste du deuil de son parrain, le cardinal de Mazarin, mort au mois de mars, et tous ces casse-pieds qu'il rencontrait tous les jours devaient lui paraître bien futiles. Bref, il y a des gens qui m'énervent. Molière sut toucher juste, d'autant qu'il fit plaisir au roi en intégrant des danses, en rajoutant la scène du chasseur, et en faisant mention plusieurs fois de la mansuétude du souverain, ainsi que de l'interdiction des duels, montrant l'exemple aux gens de cour. Après tout, il y avait plus de 600 invités à Vaux-le-Vicomte. Cette pièce eut un grand succès, représentait plus de 100 fois du vivant de Molière. Encore une fois, ces pièces, peu connues, voire ignorées actuellement, étaient triomphantes à l'époque. On ne peut qu'imaginer l'énergie que devait déployer Molière pour incarner tant de caractères différents en si peu de temps. Cette performance d'acteur et le génie comique de Molière ont dû beaucoup contribuer au succès de la pièce. Mais sans succès, n'est-ce pas? De toute évidence. Pourquoi est-elle si peu connue maintenant? Parce que la qualité de la pièce est aussi son défaut. Une histoire creuse et des personnages au langage parfois incompréhensible pour des gens du XXIe siècle. Je pense en particulier au texte du joueur de piquet et celui du chasseur à courre. Le côté universel des importuns dont on peine à se débarrasser est, je trouve, atténué par ce côté très daté du langage et des problèmes soulevés. Cependant, une transposition de notre époque est possible. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le scénariste Jean-Loup Dabadi et le réalisateur Yves Robert en 1992, avec le film Casse-pied quand même. Le bal des casse-pieds, véritable transposition moderne des fâcheux, avec Jean Rochefort en Eraste moderne et Miou Miou en Orphise.
Quoi qu'il en soit, cette pièce fit date, malgré, ou peut-être grâce, à l'arrestation de Fouquet. Cette fête d'août 1661 entra dans l'histoire et marqua pour certains la fin du baroque et le début du classicisme, tourné vers la gloire de Louis XIV. Assuré d'avoir la protection du roi, Molière commença une longue pièce en 5 actes en vers qu'il mit plus d'1 an à écrire, répéter et produire. Ce fut l'école des femmes. Après avoir échappé au scandale Fouquet, n'allait-il pas en créer un nouveau? Il faut le lire pour le savoir. Vous voyez, Molière a bien écrit une pièce sur les fâcheux, les casse-pieds si vous préférez. Ce qui est amusant, monsieur, c'est que vous disiez qu'on est tous les fâcheux de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, et alors? On est des fâcheux pour vous, monsieur? Non. Enfin, si, parfois, mais je fais avec. Et vous savez qui c'est les fâcheux pour nous? Les professeurs? Oui, parfois, mais on fait avec. Bien joué.